Ce soir, on a le plaisir d'avoir sur le plateau Louison, dessinatrice et autrice. Bienvenue à vous Louison. On est avec Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va commencer évidemment tout de suite par les hommages rendus aujourd'hui à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Et on commence, Juliette. On va commencer effectivement par ces rassemblements qui ont lieu un petit peu partout en France. Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulon, Nice. 1 minute de silence observée également à 14 h devant toutes les écoles. Et puis ces commémorations, ce soir, elles se sont terminées il y a quelques minutes dans le village où Dominique Bernard vivait, ce professeur donc tué vendredi dernier. Les commémorations ont eu lieu ce soir. BFM TV était présent et est allé recueillir quelques réactions, quelques témoignages des habitants. On est choqués. Tout ce qui se passe en ce moment, on se demande quand est-ce que ça va se terminer. Dans le village, nous sommes tous solidaires. C'est ce que je viens de dire il y a quelques instants. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on aime bien être solidaire avec les gens qui nous entourent. C'était pour lui montrer ma gratitude, parce que je trouve que ce qu'il a fait, c'est quand même courageux. Et c'était un Bernévillois. Bon, il était discret, on ne le connaissait pas trop, mais c'était quand même important d'être là pour soutenir sa famille et pour lui rendre hommage surtout. Quelques témoignages que nous avons recueillis aujourd'hui sur notre plateau. Guillaume Fard, qu'on connaît bien ici à BFM TV, consultant police-justice. Et à vos côtés, je vous présente Déborah Caquet, qui est présidente des Clionautes. C'est une association de profs d'histoire géo. J'imagine que vous êtes prof d'histoire géo vous-même. Exactement. Vous exercez toujours. Tout à fait. Et quelle est votre réaction quand vous voyez ces hommages aujourd'hui, 3 ans après les hommages à Samuel Paty, quand on sait qu'on vit à peu près la même chose 3 ans plus tard? C'est nécessaire d'exprimer comme on peut notre solidarité, notre fraternité avec la famille de Dominique Bernard, avec les collègues de l'établissement, les élèves. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut malheureusement pas les faire revenir, mais par contre, c'est important de témoigner qu'on est là et qu'on pense à eux et que l'école est debout et qu'on va continuer à la faire vivre. Mais vous dites dans le Figaro, je me permets, les hommages organisés ces 3 dernières années à la mémoire de Samuel Paty n'ont pas été à la hauteur. Les directives arrivaient souvent tard, les minutes de silence n'étaient pas obligatoires, ça ressemblait à du bricolage. Vous avez l'impression que tout ça avait été fait ces 3 dernières années sans trop y croire? Alors, il y avait eu beaucoup de choses, le contexte n'avait pas aidé, il y avait eu le Covid une fois, il y avait aussi, faut se souvenir par exemple que pour Samuel Paty, au retour des vacances de la Toussaint, il y avait eu l'alerte urgence attentat qui avait été de nouveau activée et donc tout avait été bloqué. Et c'est vrai que lorsque on attend des décisions, des planifications qui viennent, on va dire, du sommet vers la base, souvent, elles arrivent quand même assez tard pour faire quelque chose de cohérent sur le terrain. Mais par contre, quand on a localement des enseignants qui sont prêts à s'investir, des élèves qui sont prêts à suivre, des équipes de direction qui soutiennent, on peut faire quelque chose d'intéressant. Là, même dans les images que vous présentez, ce sont des habitants qui viennent, qui se rassemblent à l'initiative d'un élu, vraisemblablement. Ils le font spontanément, ils n'ont pas forcément attendu un ordre. Est-ce que vous vivez en tant qu'enseignante ou enseignant depuis 3 ans? Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous présidez cette association, que les profs d'histoire géo ont plus peur qu'avant depuis 3 ans? Ah oui, c'est sûr qu'il y a la peur est présente parce que on est assez désarmé et ça rejoint en fait d'autres problèmes sur certains sujets qu'il faut réussir à enseigner. Il faut avoir des enseignants qui sont mieux formés pour particulièrement en histoire géo. Ah oui, particulièrement en histoire géo. On est une discipline où on ne peut pas se mettre d'erreur. Blanche Léridon. Oui, peut-être, bonsoir, rebondir là-dessus, ce que Laurent vous avez dit, on revit la même chose qu'il y a 3 ans. Le paradigme, il a changé en 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, Samuel Paty, il était attaqué en tant qu'individu parce qu'on lui reprochait d'avoir fait quelque chose, et ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir montré les caricatures de Charlie. Je ne vais pas rappeler l'histoire tragique qui s'en est suivie, la manipulation de l'information qu'il y a eu à l'époque. Aujourd'hui, on n'est pas venu attaquer une personne singulière pour son identité ou pour ce qu'elle avait fait. On a attaqué un symbole. Et ce symbole, c'est effectivement le professeur. Alors, chercher un professeur d'histoire-géographie, il s'avère que c'est un professeur de littérature de français qui a été sauvagement attaqué. Mais ce symbole-là, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui inculque la laïcité, qui apprend ce que c'est que l'émancipation, la liberté, l'état de droit, la démocratie. Et c'est là où les choses ont changé, c'est-à-dire que maintenant, toute la communauté enseignante est une cible potentielle de ce fait-là.
y compris quand elle n'a absolument rien éventuellement fait ou qui pourrait susciter tout aussi... Vous avez raison, il s'attaquait à l'école, mais justement, je voudrais me tourner vers Guillaume Fard juste un instant. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, ce soir? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a enfin dit quelque chose? Est-ce qu'on sait vraiment que son souhait, c'était de s'attaquer justement à un prof d'histoire, parce qu'on dit que c'est ce qu'il cherchait? On est sûr de ça? Non, en l'état de nos informations, il parle, mais pour raconter des choses qui ne sont pas véritablement d'intérêt majeur pour l'enquête. Donc il peut parler comme on a une conversation ici, il peut rappeler son identité, dire qui il est, mais pas s'expliquer sur ses motivations. Alors c'est sûr que le fait qu'il... Sur le fait qu'il cherchait un prof d'histoire, ça on en est sûr ou pas? Alors ça, il y a des témoignages en ce sens, de ceux qui étaient, mais lui ne l'a pas présents. confirmé. Non, lui ne l'a pas confirmé, mais vous savez, quand, et c'est très rare d'ailleurs, hein, on arrive à appréhender vivant l'auteur d'un attentat djihadiste, c'est toujours source d'espoir, on dit il va s'expliquer, il va s'exprimer. Le dernier en date, c'était l'attentat contre la basilique Notre-Dame de Nice, c'était le 29 octobre 2020, c'était Brahim Awissaoui, il avait quand même tué 3 personnes, il a été interrogé à 5 reprises par le magistrat en charge de cette instruction, et il dit qu'il est frappé d'amnésie. Donc même si vous avez quelqu'un en vie, ça n'est pas une garantie absolue qu'il s'explique et qu'il donne les raisons de son geste, ce qu'attendent évidemment les victimes, parce qu'elles ont droit à une vérité judiciaire et elles veulent savoir pourquoi. Charles Consigny, vous y ajoutez quelque chose? Non, moi j'ai plutôt des questions pour madame qui est professeure. Est-ce que, de par votre association ou de votre expérience vous-même, est-ce que le phénomène est vraiment un phénomène d'ampleur? C'est-à-dire, on avait vu par exemple au moment de Charlie Hebdo des difficultés sur les minutes de silence de jeunes qui se revendiquaient, pas Charlie, etc. Bon, ça, libre à eux, mais qui en tout cas ne voulaient pas observer la minute de silence. Là, on sait que tout le monde craint ce qui va se passer sur cette minute de silence. Enfin, est-ce que sur des sanctions qui peuvent être attribuées si quelqu'un ne respecte pas la minute de silence, des profs qui ont peur même d'attribuer ces sanctions parce qu'ils veulent pas se retrouver du coup en confrontation avec des élèves. Donc, qu'est-ce que c'est là? Est-ce que c'est un phénomène d'ampleur, ce problème? Quels sont les enseignements d'ailleurs visés? Est-ce que c'est l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale qui pose problème? Est-ce que c'est de parler d'Israël qui pose problème et de la Palestine? Est-ce que c'est de parler de la colonisation qui pose problème? Est-ce que vous pouvez davantage illustrer ce que vous dites? Alors, sur le phénomène d'ampleur, oui, il est important et il y avait même des chiffres qui avaient été publiés l'année dernière par le ministère de l'Éducation nationale sur les atteintes à la laïcité. Donc oui, il y a un problème, sachant qu'également ces chiffres représentent certainement qu'une partie de la réalité, dans le sens où, on le sait, je le vois sur les réseaux sociaux de notre association, beaucoup de collègues vivent des situations qu'ils hésitent à transmettre à la hiérarchie, à transmettre à leur direction. Donc, selon l'IFOP, je me permets, il y a ce chiffre, 56% des professeurs affirment s'auto-censurer pour éviter des incidents, contre 36% avant l'assassinat de Samuel Paty. Donc ce chiffre est en hausse. Vous vous auto-censurez, vous? J'essaie, dans la mesure d'une possible, de ne pas m'auto-censurer, mais bien entendu, je suis aussi prudente. J'essaie de tenir des deux bouts l'exigence scientifique. Ça, c'est vraiment très important pour nos élèves. Quels sont les sujets les plus sensibles? Je reviens à la question de Charles Consigny, parce que vous n'avez pas répondu à ça. C'est quoi les sujets les plus sensibles? Non, mais vous m'avez posé une autre question. Ben oui, c'est pour ça. Je voudrais d'abord la réponse à Charles. Monsieur, on a énuméré déjà beaucoup. Effectivement, la laïcité va poser question. Vous allez avoir la question des caricatures. Est-ce qu'on peut montrer ou pas les caricatures de Mahomet? Exactement. Vous allez avoir, donc ça c'est pour l'enseignement moral et civique. Et puis vous allez avoir en histoire un certain nombre de sujets difficiles. Effectivement, l'enseignement de la Shoah peut poser problème. Vous allez avoir le conflit israélo-palestinien qui peut poser problème. Vous allez avoir les questions sur l'esclavage qui peuvent poser problème. Ce sont des sujets où on sait qu'on doit être très prêt à affronter une batterie de questions. Sachant que si on ne répond pas, ou si on répond avec fragilité, les élèves le sentent très vite. Donc c'est pour ça que l'essentiel vraiment pour un enseignant, le fondement de tout, ça reste la formation scientifique. Il faut que sur ce point, l'enseignant soit solide, parce que c'est d'abord sur ça qu'il fonde son autorité. Et ensuite, quand il y a un problème, il faut qu'il trouve autour de lui l'assistance auprès de ses collègues, bien sûr, mais surtout de la direction des établissements, pour que les choses puissent être traitées correctement. Ce qu'il faut éviter, c'est les situations où l'enseignant est seul,
où l'enseignant n'ose pas, et où aussi parfois quand il transmet l'information, il a la sensation très pénible que finalement on ne va plus tellement traiter du problème initial, mais on va plutôt traiter de la façon dont l'enseignant a géré le problème. Est-ce que c'est pas dans sa manière de faire qu'il y a des choses à aller améliorer? Le fameux pas de vague est toujours d'actualité? Ça peut arriver, oui, tout à fait. Ça peut arriver. C'est combattu. Déjà, je trouve que dans le discours, ça compte quand même lorsque vous avez des instructions qui disent qu'il faut remonter les incidents, qu'il faut revenir. Là, je note que, par exemple, pour aujourd'hui, ça a été très clair qu'il fallait absolument remonter s'il y avait des problèmes dans les minutes de silence. 800 incidents en 2020, au moment des hommages à Samuel Paty, 800 incidents avaient été signalés. Ça semble énorme. Sur ça, je voulais aussi quand même dire une chose, c'est que il y a quand même un effet de surenchère et de compétition liée aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette impression chez les élèves que sur ce sujet-là, comme il y a une attention particulière des adultes, de l'école, ça peut être l'occasion de s'illustrer de se faire remarquer et d'en profiter. Et on l'a bien vu l'année dernière, les incidents, ils sont venus autour du 16 octobre. Et là, on peut quand même malgré tout pas s'empêcher de constater la proximité de la date entre l'assassinat de notre collègue, tentative d'intrusion, et puis le 16. D'où ces doubles hommages aujourd'hui. Louison, avant peut-être qu'on parle avec le maire de Conflans-Sainte-Honorine, justement, et qu'on écoute la Première ministre qui était en déplacement aujourd'hui avec Manuel Valls, là-bas, pour un hommage à 14h. Mais vous d'abord, Louison, avant Madame Borne, vous voyez. C'est un hommage. Non, je me demandais... Vous qui êtes professeur, moi j'étais élève il y a quelques décennies maintenant, mais comment on fait, personne ne rit, comment on fait pour cette génération? Je les vois, je les observe de loin, j'ai une expérience professorale très très courte d'une journée, donc j'ai juste pu observer de très très loin, mais cette génération qui est abreuvée, gavée d'images, qui sont toutes au même plan, d'informations qui sont toutes au même plan, on voit que Twitter, depuis que c'est devenu X, il n'y a plus aucune hiérarchisation, les pastilles qui disent compte certifié en fait veulent rien dire, enfin, comment ces élèves qui sont quand même des pâtes à modeler à cet âge-là, où ça peut vite partir sur le concours de celui qui fera plus de bruit dans la minute de silence, bon ça on peut se dire que c'était pareil il y a 30 ans ou 60 ans, mais c'est vrai qu'ils sont tellement gavés, noyés de choses comme ça. Comment on les remet un peu dans le droit chemin? Alors ça va d'abord être par l'action en continu de l'enseignant et pas simplement dans les temps de crise. Il faut déjà établir une relation de confiance avec les élèves, leur montrer comment on travaille. Si durant l'année vous adoptez l'attitude du professeur d'histoire rigoureux, que vous présentez vos documents, que vous les contextualisez, que vous montrez l'importance des sources, que vous avez un jugement nuancé, déjà vous avez un cadre qui est posé. L'élève sait quand même très vite à qui il a affaire. Après, dans les moments de crise, dans les moments où vous avez comme ça l'actualité qui submerge. On parle beaucoup en ce moment, à juste titre, de l'actualité au Proche-Orient. Là, il n'y a aucun problème pour qu'un enseignant choisisse de dire « on va arrêter le cours un instant ». On va s'arrêter là-dessus. On va reprendre. On va montrer. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui circulent. Il y a des éléments, c'est quand même un conflit qui est très difficile à retranscrire. Le vocabulaire est compliqué, la géographie est compliquée. Tout est compliqué, les acteurs sont compliqués. Donc pour les élèves, c'est du chinois tout ça. Donc il va falloir, c'est ce que nous pensons dans l'association que je préside, c'est que les problèmes, on les prend à bras-le-corps. Il va falloir présenter aux élèves, il faut arrêter le cours, oui. On présente ce que l'on a, on rappelle, on donne l'historique, on rappelle tout ce qu'on peut. Et puis, on discute aussi avec les élèves. Il faut essayer quand même de créer un cadre d'échange. Si on est simplement dans un discours très vertical d'enseignants, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et puis silence dans les rangs, il n'y a rien à dire, ça ne marche pas. Il faut que les élèves puissent interagir et puis se dire, mais moi je ne comprends pas, j'ai vu ça, mais quand on parle de ça, on ne parle pas des enfants palestiniens, il faut... Si vous êtes aussi pédagogue avec eux que vous l'êtes avec nous, ça devrait bien se passer. Je voudrais qu'on écoute la Première ministre, Madame Borne, qui était aujourd'hui à Conflans-Sainte-Honorine, et après, on aura en duplex le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Monsieur Laurent Brosse. Ouais, elle était dans le collège donc où enseignait Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine avec Gabriel Attal, et elle le dit, jamais la République ne pliera face au terrorisme. On l'écoute. Il y a 3 ans, jour pour jour, ici même, le terrorisme islamiste frappait sauvagement. 3 ans plus tard, la barbarie et l'obscurantisme ont à nouveau frappé vers tous les élèves et les parents, choqués et inquiets. Je le redis, avec mon gouvernement,
nous mettons tout en œuvre pour les protéger. Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir. Jamais la République ne pliera face au terrorisme. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, normalement, est en ligne avec nous. Monsieur Laurent Brosse, vous étiez là, j'imagine, pendant que monsieur Attal et madame Borne étaient dans votre ville pour rendre hommage à Samuel Paty, 3 ans plus tard. Bonsoir, monsieur Brosse. Vous nous entendez? Bonsoir. Ce moment, je vous entends bien. Ce moment, vous l'avez vécu aujourd'hui, 3 ans après avoir vu même le président de la République, Emmanuel Macron, venir sur place. Vous disiez d'ailleurs dans une interview il y a peu de temps, je me souviens à peine de ce qui s'est passé, évidemment du drame, oui, mais de ce qui s'est passé dans les minutes et dans les heures qui ont suivi ce drame, tellement à l'époque vous aviez été choqué. Le fait qu'aujourd'hui cet hommage ait lieu au moment même où il y a un autre professeur qui a été assassiné, quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous vous dites 3 ans plus tard? Bien, tout d'abord, l'assassinat de Dominique Bernard a ravivé des souvenirs douloureux ici à Conflans-Sainte-Honorine. Ça m'a ramené 3 ans en arrière au moment de l'assassinat de Samuel Paty. J'ai repensé à l'horreur absolue que j'avais vécue à titre personnel et plus encore qui avait été vécue par les professeurs et les élèves au collège de Bois d'Aulne. Traumatisme aussi de la population de toute la ville de Conflans. Donc c'est un sentiment assez curieux, d'autant que cet assassinat intervient quasiment jour pour jour, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Et donc c'est extrêmement troublant. Vous avez l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons 3 ans plus tard, que l'histoire ne fait que se répéter? Il y a effectivement le sentiment que l'histoire se répète. Il y a quelques jours, le gouvernement a décidé de passer le plan Vigipirate en alerte attentat, ce qui est une bonne chose, mais au fond, les maires que nous sommes en France avons très peu d'instructions par rapport à ce que nous devons organiser. Peut-être que la police nationale en a, mais Conflans-Sainte-Honorine, c'est 15 écoles, 3 collèges, 2 lycées. Ce que nous faisons, c'est qu'il y a un barriérage qui est placé sur les places de stationnement à proximité des établissements, une présence policière renforcée, mais très sincèrement, il est très très difficile de prévenir un acte terroriste de cette ampleur dans un établissement scolaire. D'autant que nous le voyons aujourd'hui, il y a une pratique d'un terrorisme isolé où finalement un islamiste radicalisé peut du jour au lendemain décider de passer à l'acte. Est-ce que le collège, et pardonnez-moi cette question parce que je sais que c'est un sujet difficile et compliqué pour vous, est-ce que le collège s'appellera un jour, actuellement c'est toujours le collège du Bois d'Aulne, est-ce qu'il s'appellera un jour collège Samuel Paty? La décision revient aujourd'hui à la communauté éducative et en premier lieu à la principale du collège. Comme je l'ai déjà dit, à titre personnel, j'y suis favorable. Après, il y a la volonté du collège de laisser du temps. Pardon, je vous interromps. Oui, voilà, ça veut dire que la principale du collège, elle a peur en fait que le collège s'appelle collège Samuel Paty? Le discours qu'elle tient, c'est pas tant un discours de peur, c'est plus le fait que l'émotion est encore forte et qu'il y a encore aujourd'hui des élèves qui étaient présents au moment de l'assassinat, qui sont profondément marqués psychologiquement par ce qui s'est passé. Eh bien, cette année, c'est la dernière année où nous avons encore des élèves présents au moment de l'assassinat de Samuel Paty qui sont scolarisés au collège de Bois d'Aulne. Sans doute que l'année prochaine, le collège et la communauté éducative du collège de Bois d'Aulne sera prête à passer le pas. Du temps, il faut tout simplement du temps. Vous voulez intervenir, Guillaume Fard? Je voulais dire que d'abord ce serait un très beau symbole et que surtout le caractère traumatisant de cet attentat, on le comprend aisément parce que c'était la première fois qu'on avait un auteur d'attentat djihadiste aussi jeune et qui a frappé effectivement un membre du corps enseignant. Depuis 2012 et la reprise du cycle d'attentats djihadistes en France, c'était la première fois qu'on avait un enseignant qui était assassiné et de cette manière. Est-ce que je peux vous demander d'ailleurs, Guillaume Fard, si il peut y avoir un lien, si au fond on sait que peut-être ce n'est pas un hasard si ça a eu lieu ainsi 3 ans plus tard, un vendredi 13 en plus? C'est évidemment à l'enquête de le dire, mais ce que l'on observe déjà, c'est que le passage à l'acte est un cocktail de plein d'éléments. Est-ce que le contrôle de la veille, parce que l'auteur présumé a été contrôlé la veille par la Direction générale de la sécurité intérieure, a été un accélérateur, un élément déclencheur?
Peut-être, probablement. Est-ce que les échanges dont on a maintenant connaissance avec des détenus radicalisés sous main de justice, notamment un dans la prison de Moulins dans l'Allier, a été un élément déclencheur ou en tout cas l'a incité à agir? Probablement. Est-ce que l'environnement familial a pu jouer? Probablement. Est-ce que le passé dans cet établissement où il a été scolarisé a joué? Certainement. Mais vous voyez que c'est une conjugaison d'éléments plus qu'un élément en particulier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des personnes qui étaient présentes ce jour-là ont dit qu'ils cherchaient expressément un enseignant et notamment un enseignant d'histoire. On ne peut pas s'empêcher de penser à Samuel Paty, au moins pour cette raison. Vous vouliez ajouter quelque chose très rapidement? Non, non, pas spécialement. C'est ce qui, moi, m'a mise très, très en colère pour ce deuxième attentat, c'est que ce soit un ancien élève qui revienne sur les lieux où il a appris. Vraiment, ça, c'est pour moi, c'est un saccage. On a même envie de dire un élève de l'école de la République. C'est affreux à dire, mais c'est ça. Et on en parlera, ça, tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission. Mais je voudrais qu'on ait aussi une pensée, même si elle n'a pas été victime d'un attentat islamiste, pour cette professeure, souvenez-vous, qui en février dernier, je pense à Agnès Lassalle, à Saint-Jean-de-Luz, avait elle aussi été victime d'un élève en plein cours. Et il faut rappeler l'attitude de son compagnon, parce que je trouve que c'est une note formidable qui va nous permettre de passer à un autre sujet dans un instant. Je voudrais qu'on revoie son compagnon Stéphane Voirin aux obsèques avec la musique qui allait avec. C'est tellement émouvant. Alors, on a aussi une pensée pour cette enseignante, même si elle n'était pas victime évidemment d'un terroriste islamiste. Il n'empêche qu'elle a été victime d'un coup de poignard d'un de ses élèves. Avoir confiance en moi, Il y aura ce soir un ligne rouge spécial Samuel Paty, Julie Hamet. Oui, un spécial Samuel Paty. Samuel Paty, un assassinat qui aurait dû être évité. C'est une enquête, donc ligne rouge, qui sera diffusée à 21h05, juste après cette émission.